Monsieur le ministre, merci pour cette interview. Pensez-vous que les États-Unis et la Russie sont actuellement en guerre? Je ne le dirai pas ainsi. De toute façon, ce n'est pas ce que nous voulons. Bien entendu, d'une manière générale, nous voudrions avoir des relations normales avec tous nos voisins, avec tous les pays, en particulier avec un grand pays comme les États-Unis. Le président Vladimir Poutine a exprimé à plusieurs reprises son respect pour le peuple américain, pour l'histoire américaine, pour ce qu'ont fait les Américains dans le monde. Et nous ne voyons aucune raison pour laquelle la Russie et les États-Unis ne pourraient pas coopérer pour le bien de l'univers. Pourtant, les États-Unis financent le conflit dans lequel vous êtes impliqué et permettent actuellement des attaques contre le territoire russe. N'est-ce pas une guerre? Officiellement, nous ne sommes pas en guerre. Mais ce qui se passe en Ukraine, certains appellent cela une guerre hybride. J'appellerais cela aussi une guerre hybride. Il est évident que les Ukrainiens ne pourraient pas faire ce qu'ils font avec des armes de pointe à longue portée sans la participation directe des militaires américains. Et c'est dangereux. Cela ne fait aucun doute. Nous ne voulons pas aggraver la situation, mais comme des missiles ATACMS et d'autres armes à longue portée sont utilisés contre le territoire de la Russie, nous envoyons des signaux. Nous espérons que la dernière fois, il y a quelques semaines, le signal donné via le nouveau système d'armes appelé Oreshnik a été pris au sérieux. Cependant, nous savons également que certains responsables du Pentagone et d'autres organismes, y compris l'OTAN, se sont mis à déclarer ces derniers jours que l'OTAN est une alliance défensive, mais parfois il est possible d'infliger le premier coup parce que l'attaque est la meilleure défense. Certains autres, comme par exemple Thomas Buchanan, porte-parole de Stratcom, ont admis la possibilité d'un échange de frappes nucléaires limité. Ces menaces nous préoccupent beaucoup, car si elles correspondent à la logique récemment exprimée par l'Occident, qui ne croit pas que la Russie ait des lignes rouges. Ces lignes rouges ont été tracées mais ne cessent d'être repoussées encore et encore. C'est une erreur très grave. Voici ce que je voudrais dire en répondant à cette question. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la guerre. Poutine a déclaré à plusieurs reprises que nous avions lancé une opération militaire spéciale pour mettre fin à la guerre menée par le régime de Kiev contre son propre peuple dans certaines régions du Donbass. Dans sa dernière déclaration, le président Poutine a clairement indiqué que nous étions prêts à toute évolution de la situation. Cependant, nous préférons résolument un règlement pacifique par voie de négociation sur la base du respect des intérêts légitimes de la sécurité de la Russie et sur celle du respect porté aux personnes qui vivent en Ukraine étant russes. Leurs droits fondamentaux, leurs droits linguistiques, leurs droits religieux ont été violés par une série de lois adoptées par le Parlement ukrainien. Cela a commencé bien avant le début de l'opération militaire spéciale. En 2017, une loi a été adoptée interdisant l'enseignement en russe, interdisant aux médias russes d'exercer en Ukraine, puis interdisant aux médias ukrainiens d'exercer en russe. Enfin, des mesures ont été prises pour mettre fin à toute activité culturelle en russe.
Les livres russes ont été jetés des bibliothèques et détruits. La dernière loi a interdit l'Église orthodoxe canonique, l'Église orthodoxe ukrainienne. C'est très curieux que les Occidentaux disent vouloir régler ce conflit conformément à la Charte des Nations Unies et en respectant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et donc que la Russie doit retirer ses troupes. Le secrétaire général de l'ONU déclare la même chose. Récemment, son représentant a répété que le conflit devrait être réglé sur la base du droit international, de la Charte des Nations Unies, des résolutions de l'Assemblée générale, dans le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est faux de s'exprimer ainsi, car si vous voulez respecter la Charte des Nations Unies, vous devez la respecter dans son intégralité. La Charte des Nations Unies stipule, entre autres, que tous les pays doivent respecter l'égalité entre les États et le droit des peuples à l'autodétermination. Ils ont également mentionné les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. Et il est clair qu'ils font référence à une série de résolutions qui ont été adoptées depuis le début de l'opération militaire spéciale et qui exigent que la Russie soit condamnée et qu'elle se retire du territoire ukrainien désigné dans les frontières de 1991. Il existe pourtant d'autres résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies qui n'ont pas été votées, mais qui étaient consensuelles, parmi lesquelles la Déclaration sur les principes régissant les relations entre les États sur la base de la Charte. Elle stipule clairement que par consensus, tous doivent respecter l'intégralité territoriale des États dont les gouvernements respectent le droit des peuples à l'autodétermination et par conséquent représentent l'ensemble de la population vivant sur le territoire. Affirmer que les personnes qui sont arrivées au pouvoir à la suite du coup d'État militaire de février 2014 représentaient des Criméens ou les citoyens de l'Est et du Sud de l'Ukraine est absolument inutile. Il est évident que les Criméens ont rejeté le coup d'État. Ils ont dit « Laissez-nous tranquilles, nous ne voulons rien avoir avec vous ». Le Donbass a fait de même. Les Criméens ont tenu un référendum et se sont rattachés à la Russie. Les putschistes arrivés au pouvoir ont qualifié les habitants du Donbass de groupes terroristes. Ils ont été bombardés, frappés par l'artillerie, la guerre a éclaté et a été arrêtée en février 2015. Les accords de Minsk ont été signés. Nous souhaitions très sincèrement mettre un terme à ce drame en voyant les accords de Minsk pleinement mis en œuvre. Ils ont été sabotés par le gouvernement mis en place après le coup d'État en Ukraine. Il lui a été demandé d'entamer un dialogue direct avec la population qui n'avait pas accepté le coup d'État. Il lui a également été demandé de promouvoir les relations économiques avec cette partie de l'Ukraine, et ainsi de suite. Rien de tout cela n'a été accompli. Le régime de Kiev a déclaré ne pas vouloir leur parler directement, en dépit du fait que la demande de leur parler directement avait été approuvée par le Conseil de sécurité. Il les a proclamés terroristes, a promis de les combattre en les menaçant de les faire mourir dans les caves, parce qu'il était le plus fort. Vous savez, le droit à l'autodétermination est la base juridique internationale du processus de décolonisation qui s'est déroulé en Afrique sur la base de ce principe de la Charte, le droit à l'autodétermination. Les populations des colonies n'ont jamais traité les autorités coloniales, les maîtres coloniaux, comme quelqu'un qui les représentait, comme quelqu'un qu'ils voulaient voir dans les structures qui gouvernaient ces terres. De même, les habitants de l'Est et du Sud de l'Ukraine, du Donbass et de la Nouvelle-Russie,
ne considèrent pas le régime de Zelensky comme représentant leurs intérêts. Comment pourraient-ils le faire quand leur culture, leur langue, leur tradition, leur religion, tout cela a été interdit? Enfin, si nous parlons de la Charte des Nations Unies, des résolutions, du droit international, le tout premier article de la Charte des Nations Unies, que l'Occident n'évoque jamais à propos de l'Ukraine, stipule « Respecter les droits de l'homme indépendamment de la race, du sexe, de la langue ou de la religion ». Prenez n'importe quel conflit. Les États-Unis, le Royaume-Uni, Bruxelles intervenaient en disant « Oh, les droits de l'homme ont été grossièrement violés. Nous devons rétablir les droits de l'homme dans tel ou tel territoire. » Alors qu'en Ukraine, jamais, au grand jamais, ils n'ont marmonné les mots de droits de l'homme, voyant pourtant ces droits de l'homme totalement annihilés par la loi pour la population russe et russophone. Alors, quand on entend dire « résolvons le conflit sur la base de la charte », oui. Mais n'oubliez pas que la charte ne concerne pas seulement l'intégrité territoriale. Et l'intégrité territoriale ne doit être respectée que si les gouvernements sont légitimes et s'ils respectent les droits de leur propre population. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire à propos du déploiement, disons du dévoilement du système d'armes hypersoniques qui, selon vous, était un message adressé à l'Occident. Quel était ce message exactement? Beaucoup d'Américains semblent ne pas même savoir ce qui s'est passé. Quel message souhaitiez-vous lancer en présentant ce système au monde? Le message est que les États-Unis et leurs alliés, qui fournissent également les armes à longue portée au régime de Kiev, doivent comprendre que nous sommes prêts à utiliser tous les moyens à notre disposition pour les empêcher de parvenir à ce qu'ils appellent la défaite stratégique de la Russie. Ils se battent pour maintenir leur hégémonie sur le monde, sur n'importe quel pays, région, ou continent. Nous nous battons pour nos intérêts légitimes en matière de sécurité. Ils parlent par exemple d'un retour aux frontières de 1991. Le sénateur américain Lindsey Graham, en visite il y a quelque temps auprès de Volodymyr Zelensky pour un nouvel entretien, a carrément déclaré en sa présence que l'Ukraine était très riche en minerais rares et que les États-Unis ne pouvaient pas laisser ces richesses aux Russes. Il a dit qu'ils devaient s'en emparer et se battre pour cela. Ils se battent donc pour le régime qui est prêt à vendre ou à donner toutes les ressources naturelles et humaines à l'Occident. Nous, nous battons pour ceux qui vivent sur ces territoires, dont les ancêtres ont développé et construit les villes et les usines depuis des siècles. Nous nous intéressons aux gens, pas aux ressources naturelles dont certains aux États-Unis voudraient s'emparer en faisant des Ukrainiens de simples esclaves assis sur ces ressources. Le message que nous avons voulu lancer en procédant à un essai de ce système d'armes hypersoniques en conditions réelles est donc que nous sommes prêts à tout pour défendre nos intérêts légitimes. L'idée même d'une guerre avec les États-Unis, qui serait nucléaire, nous répugne. Notre doctrine militaire stipule qu'il est essentiel d'éviter une guerre nucléaire. C'est d'ailleurs nous qui avons proposé en janvier 2022 la déclaration conjointe des dirigeants des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans laquelle nous nous sommes engagés à faire tout notre possible pour éviter une confrontation entre nous en reconnaissant et en respectant les intérêts
et les préoccupations de chacun en matière de sécurité. C'était notre initiative. En revanche, les pays occidentaux ont totalement méprisé les intérêts russes en matière de sécurité, en rejetant à peu près au même moment notre proposition de conclure un traité sur les garanties de sécurité pour la Russie et l'Ukraine dans le cadre de la coexistence et de la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ou à tout autre bloc militaire. En décembre 2021, la Russie a exposé ses préoccupations en matière de sécurité à l'Occident, à l'OTAN et aux États-Unis. Nous en avons discuté à plusieurs reprises, notamment lors de mon entretien avec Anthony Blinken à Genève en janvier 2022. Nos propositions ont été rejetées. Nous souhaitons donc écarter tout équivoque. Compte tenu des difficultés de compréhension dont font preuve certains à Washington, à Londres et à Bruxelles, nous leur enverrons de nouveaux messages s'ils ne tirent pas les conclusions qui s'imposent. Le fait que nous soyons en train de parler d'une guerre nucléaire potentielle est tout à fait singulier. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais pensé voir au cours de ma vie. Cela mène à la question suivante. Existe-t-il un dialogue en coulisses entre la Russie et les États-Unis? Est-ce qu'il y a eu des contacts depuis ces 2 ans et demi? Est-ce qu'il y a des discussions en cours? Il existe plusieurs canaux de communication, mais surtout concernant l'échange de personnes détenues en Russie et aux États-Unis. Il y a eu plusieurs échanges. Il existe également des canaux qui ne sont pas annoncés ou rendus publics, mais en fait, les Américains envoient par ces canaux le même message que celui qu'ils envoient publiquement. Vous devez vous arrêter, vous devez accepter la solution qui sera fondée sur les exigences et les volontés de l'Ukraine. Ils soutiennent cette formule de paix complètement insensée de Volodymyr Zelensky, qui a été récemment complétée d'un plan de victoire. Ils ont tenu plusieurs réunions à Copenhague, au Danemark, et au Bürgenstock en Suisse. Ils se vantent maintenant de se réunir pour une nouvelle conférence au cours du premier semestre de l'année prochaine et d'inviter gracieusement la Russie cette fois-ci, et alors un ultimatum sera remis à la Russie. Tout cela est sérieusement relayé par divers canaux confidentiels. Maintenant, nous entendons quelque chose de différent, comme les déclarations de Volodymyr Zelensky, qui affirme que nous pouvons nous arrêter sur la ligne de front actuelle. Selon ce plan, l'Ukraine rejoindra l'OTAN, mais les garanties de l'OTAN ne couvriront à ce stade que le territoire contrôlé par le gouvernement, le reste faisant l'objet de négociations. Et le résultat final de ces négociations devrait être de retirer totalement à la Russie un territoire qui est en fait russe. La Russie devrait abandonner le peuple russe au régime nazi qui a éradiqué tous les droits des Russes et des russophones dans leur propre pays. Je voudrais revenir sur la question de la guerre nucléaire. Est-ce qu'il n'existe aucun mécanisme permettant aux dirigeants russes et américains de se parler pour éviter le genre de malentendu qui pourrait faire des centaines de millions de victimes? Si, nous disposons d'un mécanisme qui est automatiquement activé en cas de lancement d'un missile balistique. Dans le cas du missile balistique hypersonique à moyenne portée Oreshnik, le système a envoyé le message aux États-Unis avec un préavis de 30 minutes.
Il savait ce qui se passait pour ne pas le confondre avec quelque chose de plus important et de plus dangereux. Je suppose que le système doit émettre un bruit très dangereux. C'était un lancement d'essai, vous savez. Oui. Ah, vous parlez de l'essai, d'accord. Mais je me demande à quel point vous êtes préoccupé par le fait qu'il ne semble pas y avoir beaucoup de dialogue entre les deux pays. Les deux camps parlent d'exterminer les populations de l'autre. Cette situation pourrait échapper à tout contrôle en très peu de temps sans que personne ne puisse l'arrêter. Ça semble incroyablement imprudent. Non, nous ne parlons pas d'exterminer la population de qui que ce soit. Ce n'est pas nous qui avons déclenché cette guerre. Depuis des années, nous lançons des avertissements pour signaler que l'élargissement de l'OTAN vers nos frontières créera des problèmes. En 2007, le président Poutine l'a expliqué pour la première fois aux gens qui semblaient être obsédés par la fin de l'histoire, leur domination, le manque d'opposition et ainsi de suite. Lors du coup d'État en Ukraine, les Américains n'ont bien sûr pas caché le fait qu'ils étaient derrière. On peut voir une conversation entre Victoria Nuland et l'ambassadeur des États-Unis alors à Kiev, au cours de laquelle ils discutent des noms à inclure dans le nouveau gouvernement à la suite du coup d'État. Ils estimaient que les 5 milliards de dollars dépensés pour l'Ukraine seraient la garantie que tout se déroulerait comme le souhaitaient les Américains. Nous n'avons donc pas l'intention d'exterminer le peuple ukrainien. Pour le peuple russe, ce sont nos frères et sœurs. Combien de personnes ont été tuées pour l'instant, à votre avis, de chaque côté? Ce chiffre n'est pas rendu public par les autorités ukrainiennes. Zelensky a déclaré qu'il y avait beaucoup moins que 80 000 morts du côté ukrainien. Or, il existe un chiffre très fiable. En Palestine, l'opération israélienne, en réponse à l'attaque terroriste du 7 octobre, que nous avons condamnée, dure depuis 1 an. Cette opération a bien sûr pris la forme d'une punition collective, ce qui va également à l'encontre du droit international humanitaire. Donc, 1 an après le lancement de l'opération israélienne en Palestine, le nombre de civils palestiniens tués est évalué à 45 000. Soit presque 2 fois plus que le nombre de civils morts des deux côtés du conflit ukrainien au cours des 10 années suivant le coup d'État. 1 an et 10 ans. C'est donc une tragédie en Ukraine. C'est un désastre en Palestine. Mais notre objectif n'a jamais été de tuer des gens, à la différence du régime ukrainien. Le directeur du cabinet de Zelensky a déclaré un jour qu'il ferait en sorte que des villes comme Kharkov et Nikolaïev ne sachent plus ce que signifie être russe. Un autre type de son cabinet a déclaré que les Ukrainiens devaient éradiquer les Russes par voie juridique ou, si nécessaire, physique. L'ancien ambassadeur d'Ukraine au Kazakhstan, dont j'ai oublié le nom, s'est rendu célèbre lorsqu'il a donné une interview et qu'en regardant la caméra, son discours enregistré et diffusé, il a dit « Notre mission principale est de tuer autant de Russes que possible pour qu'il en reste moins à faire à nos enfants. » Ce genre de déclaration est omniprésent dans les propos des représentants du régime. Combien de Russes ont été tués en Russie depuis février 2022? Ce n'est pas à moi de divulguer cette information.
En période d'opération militaire, des règles spéciales s'appliquent. Notre ministère de la Défense suit ces règles, mais il existe un fait très intéressant. Lorsque Volodymyr Zelensky intervenait, non pas sur la scène internationale, mais dans son Comedy Club, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, il existe des vidéos datant de cette période-là, où il défendait ouvertement la langue russe. Il disait « Quel est le problème à propos de la langue russe ? Je parle russe. Les Russes sont nos voisins. Le russe est une des langues qu'on parle chez nous. Et qu'ils aillent se faire voir, disait-il, ceux qui voulaient s'en prendre à la langue russe et à la culture russe. » Une fois devenu président, Volodymyr Zelensky a très vite changé. Avant l'opération militaire spéciale en septembre 2021, il a donné une interview et à cette époque-là, il menait une guerre contre le Donbass en violation des accords de Minsk. Le journaliste l'a interrogé sur ce qu'il pensait des personnes de l'autre côté de la ligne de contact. Il a répondu de manière très réfléchie. Vous savez, il y a des humains et il y a des espèces. Et je m'adresse à ceux qui vivent en Ukraine et qui sentent qu'ils font partie de la culture russe. Le conseil que je vous donne, pour le bien de vos enfants, pour celui de vos petits-enfants, c'est de dégager en Russie. Si ce type veut faire revenir les Russes et les personnes de culture russe au sein de son intégrité territoriale, cela montre bien qu'il a perdu tout lien avec la réalité. Dans quelles conditions la Russie cesserait-elle les hostilités? Quelles sont vos revendications? Il y a 10 ans, en février 2014, nous demandions seulement que l'accord conclu entre le président et l'opposition sur la formation d'un gouvernement d'unité nationale et la tenue d'élections anticipées soit appliqué. Cet accord avait été signé. Nous demandions à ce que cet accord soit appliqué. Ils étaient très impatients et agressifs. Et bien sûr, ils étaient poussés, je n'en ai pas le moindre doute, par les Américains. Parce que si Victoria Nuland et l'ambassadeur américain avaient validé la composition du gouvernement, alors pourquoi attendre 5 mois pour tenir les élections anticipées ? La fois suivante où nous avons été favorables à quelque chose, c'était lors de la signature des accords de Minsk. J'y étais. Les négociations ont duré 17 heures. Il faut dire qu'à ce moment-là, la Crimée était déjà perdue. À la suite du référendum, et personne de ceux qui étaient présents à la réunion, y compris mon collègue John Kerry, personne en Occident ne se souciait de la Crimée. Tout le monde était concentré sur le Donbass. Les accords de Minsk prévoyaient l'intégrité territoriale de l'Ukraine sans la Crimée. La question n'a même pas été soulevée. Et un statut particulier pour une toute petite partie du Donbass, non pour l'ensemble du Donbass, pas du tout pour la Nouvelle-Russie. En vertu des accords de Minsk, approuvés par le Conseil de sécurité, une partie du Donbass devait avoir le droit de parler russe, d'enseigner le russe, d'étudier en russe, de posséder des forces de l'ordre locales, comme c'est le cas aux États-Unis, d'être consulté lors de la nomination des juges et des procureurs par les autorités centrales, tandis que l'établissement de relations économiques avec les régions russes voisines devait être facilité. C'est tout. C'est ce que le président Macron a promis de mettre en place pour la Corse, et il est toujours en train de réfléchir à la façon d'y arriver. Ces accords
ont été sabotés tout au long. D'abord par Petro Poroshenko, puis par Volodymyr Zelensky. D'ailleurs, tous deux ont accédé à la présidence en promettant la paix. Et tous les deux ont menti. Donc, lorsque ces accords de Minsk ont été sabotés, au point que nous avons assisté à des tentatives de prendre cette petite partie du Donbass par la force, c'est à ce moment-là que nous avons suggéré, comme le président Poutine l'a expliqué, ces garanties de sécurité à l'OTAN et aux États-Unis qui ont été rejetées. Lorsque le plan B a été lancé par l'Ukraine et ses sponsors pour essayer de s'emparer de cette partie du Donbass par la force, c'est à ce moment-là que nous avons lancé l'opération militaire spéciale. S'ils avaient appliqué les accords de Minsk, l'Ukraine serait restée unie, moins la Crimée. Même après le début de l'opération militaire spéciale, lorsque les Ukrainiens ont proposé des négociations, nous avons accepté. Il y a eu plusieurs étapes en Biélorussie, puis plus tard à Istanbul. À Istanbul, la délégation ukrainienne a posé un document sur la table en disant ceci. Voici les principes que nous sommes prêts à signer. Et nous avons accepté ces principes. Il s'agit des principes présentés à Minsk. Non, c'est ça. Les principes d'Istanbul, c'était en avril 2022. Ces principes étaient pas d'OTAN, mais des garanties de sécurité pour l'Ukraine qui seraient assurées collectivement avec la participation de la Russie. Et ces garanties de sécurité ne concernaient ni la Crimée, ni l'Est de l'Ukraine. C'était leur proposition, et elle a été paraphée. Le chef de la délégation ukrainienne à Istanbul, qui est aujourd'hui le président du groupe parlementaire de Volodymyr Zelensky, a récemment confirmé dans une interview publiée il y a quelques mois que c'était bien le cas. Sur la base de ces principes, nous étions prêts à signer le projet de traité. Mais le monsieur, qui était à la tête de la délégation ukrainienne à Istanbul, a déclaré que Boris Johnson leur avait rendu visite et leur avait dit de continuer de combattre. Puis il y a eu... Mais Boris Johnson, de la part de... Il l'a réfuté. Mais celui qui a paraphé le document a dit que c'était Boris Johnson. D'autres disent que c'est Vladimir Poutine qui a entravé l'accord à cause du massacre de Boutcha. Mais ils n'ont jamais plus mentionné le massacre de Boutcha. Moi, si. Nous en avons reparlé. D'une certaine manière, ils sont sur la défensive. Plusieurs fois au Conseil de sécurité des Nations Unies, j'étais assis à côté d'Antonio Guterres. L'année dernière et cette année lors de l'Assemblée générale. Et j'ai soulevé la question de Boutcha en disant « C'est bizarre, pourquoi ne dites-vous rien sur Boutcha? Vous avez fait beaucoup de bruit lorsque l'équipe de la BBC s'est retrouvée dans la rue jonchée de cadavres. » J'ai demandé si nous pouvions connaître les noms des personnes dont les corps ont été montrés par la BBC. Silence radio. Je me suis adressé personnellement à Antonio Guterres, en présence des membres du Conseil de sécurité. Il n'a pas répondu. Puis en septembre dernier, lors de ma conférence de presse à New York, après la fin de l'Assemblée générale, je me suis adressé aux journalistes en demandant « Les gars, vous êtes journalistes, n'est-ce pas? Vous n'êtes peut-être pas des journalistes d'investigation, mais normalement, les journalistes aiment découvrir la vérité. » Et l'affaire de Boutcha, qui à l'époque avait été reprise par tous les médias pour condamner la Russie, n'intéresse plus personne aujourd'hui, ni les hommes politiques, ni les fonctionnaires des Nations Unies, ni même les journalistes. Je leur ai demandé en septembre, je les ai priés en tant que professionnels,
d'essayer d'obtenir les noms des personnes dont les corps ont été montrés à Boutcha. Aucune réponse. Tout comme nous n'avons aucune réponse au sujet des résultats des examens médicaux d'Alexeï Navalny, qui est décédé récemment, mais qui avait été soigné en Allemagne à l'automne 2020, lorsqu'il a fait un malaise dans un avion survolant la Russie. L'avion a atterri. Il a été pris en charge par des médecins russes en Sibérie. Puis les Allemands ont voulu le récupérer. Nous avons immédiatement autorisé leur avion à venir. Ils l'ont récupéré. Moins de 24 heures après, il était en Allemagne. Ensuite, les Allemands ont continué à déclarer que nous l'avions empoisonné, que les tests médicaux confirmaient qu'il avait été empoisonné. Nous avons demandé qu'on nous présente les résultats des examens médicaux. Ils ont refusé en disant qu'ils les transféreraient à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Nous nous sommes adressés à cette organisation dont nous sommes membres et nous avons demandé à ce qu'on nous montre les résultats, puisqu'il s'agissait d'un citoyen russe et que nous étions accusés de l'avoir empoisonné. Ils nous ont répondu que les Allemands leur avaient dit de ne pas nous les donner. Ils n'ont rien trouvé à l'hôpital civil. Et l'annonce qu'il avait été empoisonné a été faite après qu'il a été soigné à l'hôpital militaire de la Bundeswehr. Il semble donc que ce secret... Comment Navalny est-il mort alors? Il est mort en purgeance à peine en Russie. D'après les rapports, il ne se sentait pas bien de temps en temps. C'est une autre raison pour laquelle nous avons continué à demander aux Allemands s'ils pouvaient nous montrer les résultats des analyses, parce que nous n'avons pas détecté ce qu'eux avaient détecté. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait. Ce que les Allemands lui ont fait? Oui, parce qu'ils ne l'ont expliqué à personne, y compris à nous. Peut-être qu'ils l'ont expliqué aux Américains. Peut-être que c'est crédible, mais ils ne nous ont jamais raconté comment ils l'avaient soigné, ce qu'ils avaient détecté et quelles méthodes ils avaient utilisées. De quoi pensez-vous qu'il est mort? Je ne suis pas médecin, mais pour pouvoir faire des suppositions, il faut des informations, même pour des médecins. Et s'il a été emmené en Allemagne pour être soigné après avoir été empoisonné, les résultats de ces analyses ne peuvent pas être secrets. Nous n'avons toujours rien de crédible sur le sort de la famille Skripal, de Sergei Skripal et de sa fille. Les informations ne nous sont pas fournies. Il est citoyen russe. Elle est citoyenne russe. Nous avons tous les droits d'obtenir des informations, conformément aux conventions dont le Royaume-Uni est partie. Pourquoi pensez-vous que Boris Johnson, l'ancien Premier ministre britannique, aurait arrêté le processus de paix à Istanbul? Pour le compte de qui a-t-il fait ça? Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Et je ne serais pas étonné qu'il ait été guidé par un souhait immédiat ou bien par une stratégie à long terme. Il n'est pas très prévisible. Alors, à votre avis, a-t-il agi pour le compte du gouvernement américain, pour le compte de l'administration Biden, ou bien agissait-il de son propre chef? Je ne sais pas, et je ne ferai pas de suppositions. Le fait que les Américains et les Britanniques dirigent la situation est évident. Maintenant, il devient aussi de plus en plus clair qu'il y a une lassitude dans certaines capitales et qu'on entend parfois que les Américains voudraient laisser cela aux Européens et se concentrer sur quelque chose de plus important.
Je ne ferai pas de suppositions. Nous jugerons sur des décisions précises. Il est évident pourtant que l'administration Biden voudrait laisser un héritage aussi mauvais que possible à l'administration Trump. C'est similaire à ce que Barack Obama a fait à Donald Trump pour son premier mandat. Barack Obama a expulsé des diplomates russes fin décembre 2016. 120 personnes avec leurs familles. Il l'a fait exprès, en leur demandant de partir le jour où il n'y avait pas de vol direct entre Washington et Moscou. Ils ont dû aller à New York en autocar avec tous leurs bagages, les enfants et ainsi de suite. Dans le même temps, Barack Obama a annoncé la saisie d'une partie de la propriété diplomatique russe. Jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas pu venir voir dans quel état se trouve cette propriété russe. De quelle propriété s'agit-il ? Une propriété diplomatique. Ils ne nous ont jamais permis de venir la voir malgré toutes les conventions. Ils ont seulement déclaré que ces parties n'étaient pas considérées comme couvertes par l'immunité diplomatique, ce qui est une décision unilatérale qui n'a jamais été motivée par aucune cour internationale. Vous croyez donc que l'administration Biden fait quelque chose de semblable à l'administration Trump entrante ? Parce que cet épisode de l'expulsion et de la saisie de la propriété n'a certainement pas créé un terrain propice au début de nos relations avec l'administration Trump. Je pense donc que l'administration Biden fait la même chose. Mais cette fois-ci, le président Trump a été élu avec la promesse explicite de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Il l'a promis à chaque fois qu'il s'exprimait. Par conséquent, il semble qu'il y ait un espoir de résolution. Quelles sont les conditions que vous accepteriez ? En fait, les conditions, je les ai déjà évoquées. Quand le président Poutine s'est exprimé le 14 juin 2024 devant le ministère russe des Affaires étrangères, il a répété que la Russie était prête à négocier sur la base des principes négociés à Istanbul et rejetés par Boris Johnson, selon la déclaration du chef de la délégation ukrainienne. Le principe clé est le statut de pays non aligné pour l'Ukraine. Et la Russie serait prête à faire partie du groupe de pays qui fournirait à l'Ukraine des garanties de sécurité collective. Mais pas l'OTAN. Pas d'OTAN, absolument. Pas de base militaire, pas d'exercice militaire sur le sol ukrainien avec la participation de troupes étrangères. C'est une chose qu'il a réitérée, mais il a déclaré que du temps avait passé depuis avril 2022 et que la réalité sur le terrain devait être prise en compte et acceptée. Cette réalité sur le terrain, ce n'est pas seulement la ligne de front, mais aussi les amendements apportés à la Constitution russe après qu'un référendum a eu lieu dans les républiques de Donetsk et de Lugansk, ainsi que dans les régions de Kherson et de Zaporogie. Selon la Constitution russe, ces entités font désormais partie de la Fédération de Russie, et c'est une réalité. Nous ne pouvons bien sûr pas tolérer non plus un accord qui maintiendrait une législation interdisant la langue russe, les médias russes, la culture russe et l'Église orthodoxe ukrainienne, parce que c'est une violation des obligations de l'Ukraine envers la Charte des Nations Unies. Et quelque chose doit être fait en la matière. Nous devons bien sûr attacher une importance particulière au fait que l'Occident a gardé et garde toujours le silence après que cette offensive législative russophobe a commencé en 2017. La levée des sanctions contre la Russie serait-elle une condition ? Vous savez, je dirais
que beaucoup de Russes voudraient probablement que cela soit une condition. Mais plus nous vivons sous les sanctions, plus nous comprenons qu'il vaut mieux compter sur soi-même et développer des mécanismes, des plateformes pour la coopération avec les pays normaux qui ne sont pas hostiles envers nous et qui ne mélangent pas les intérêts économiques et la politique. Nous avons beaucoup appris après le déclenchement des sanctions. Elles ont commencé sous le président Obama et se sont poursuivies en prenant une grande ampleur lors du premier mandat de Donald Trump. Et ces sanctions, sous l'administration Biden, ont été absolument sans précédent. Mais ce qui ne tue pas rend plus fort. Ils ne pourront jamais nous tuer. Alors, ils nous rendent plus forts. Ils poussent la Russie vers l'Orient. Et je pense que les mêmes responsables politiques à Washington se demandaient, il y a 20 ans, pourquoi ne pas intégrer la Russie dans un bloc occidental pour contrebalancer en quelque sorte la montée en puissance de l'Orient. Mais ça ne semble pas être le cas. À votre avis, c'est toujours possible ? Je ne pense pas. Lors de son récent discours au club de Valdai, devant des politologues et des experts, le président Poutine a déclaré que nous ne reviendrions jamais à la situation du début de 2022. C'est là qu'il s'est rendu compte, pour lui-même apparemment, et pas seulement pour lui, mais il en a parlé publiquement, que toutes les tentatives d'être sur un pied d'égalité avec l'Occident avaient échoué. Cela a commencé après la chute de l'Union soviétique. Il y avait une euphorie. Nous faisons désormais partie du monde libéral, du monde démocratique. C'est la fin de l'histoire. Mais très vite, la plupart des Russes ont compris que dans les années 1990, nous étions traités au mieux comme un partenaire junior. Peut-être même pas comme un partenaire, mais comme un endroit où l'Occident pouvait organiser les choses à sa guise, conclure des accords avec des oligarques et acheter des ressources et des actifs. Et puis les Américains ont probablement décidé qu'ils avaient la Russie dans leur poche. Boris Yeltsin et Bill Clinton, des copains qui rigolaient et plaisantaient. Mais même à la fin de son mandat, Yeltsin a commencé à comprendre que ce n'était pas ce qu'il voulait pour la Russie. Et je pense que cela était très évident lorsqu'il a nommé Vladimir Poutine Premier ministre, qu'il a quitté le pouvoir plus tôt que prévu et a adoubé Poutine comme son successeur pour les prochaines élections à venir, que Poutine a remportées. Et une fois au pouvoir, Poutine s'est montré très ouvert à la coopération avec l'Occident. Et il en parle assez souvent dans ses interviews ou lors de rencontres internationales. J'étais présent lorsqu'il s'est entretenu avec George W. Bush et Barack Obama. George Bush Jr. with Obama. Après le sommet de l'OTAN à Bucarest, suivi du sommet OTAN-Russie en 2008, lorsqu'ils ont annoncé que la Géorgie et l'Ukraine seraient membres de l'OTAN. Et puis, ils ont tenté de nous vendre cela.
Nous avons demandé pourquoi. Pendant le déjeuner, le président Poutine a demandé quelle en était la raison. Bonne question. Et ils ont répondu, ce n'était pas quelque chose d'obligatoire. Comment est-ce possible? Pour entamer le processus d'adhésion à l'OTAN, il faut une invitation officielle. Et c'est un slogan. L'Ukraine et la Géorgie seront dans l'OTAN. Mais ce slogan est d'abord devenu une obsession pour certains à Tbilissi. Lorsque Mikhail Saakashvili a perdu la raison et a commencé une guerre contre son propre peuple, sous la protection de la mission de l'OSCE, avec des forces russes de maintien de la paix sur le terrain. Et le fait que c'est lui qui a déclenché cela a été confirmé par l'enquête de l'Union européenne, qui a conclu qu'il avait donné l'ordre de commencer. Quant aux Ukrainiens, il leur a fallu un peu plus de temps. Ils cultivaient ce sentiment pro-occidental. En fait, le sentiment pro-occidental n'est pas mauvais en soi. Le sentiment pro-oriental ne l'est pas non plus. Ce qui est mauvais, c'est d'imposer un choix aux gens. Soit vous êtes avec moi, soit vous êtes mon ennemi. Que s'est-il passé avant le coup d'État en Ukraine? En 2013, le président ukrainien, Yanukovych, a négocié avec l'Union européenne un accord d'association qui annulait les droits de douane sur la plupart des produits ukrainiens destinés à l'Union européenne et vice-versa. À un moment donné, lors de rencontres avec ses homologues russes, nous lui avions dit que l'Ukraine faisait partie de la zone de libre-échange de la communauté des États indépendants et qu'il n'y avait donc pas de droit de douane. Et que nous, la Russie, avions négocié un accord avec l'Organisation mondiale du commerce 15 ou 17 ans auparavant, principalement parce que nous commercions avec l'Union européenne. Nous avions obtenu une protection pour un grand nombre de nos secteurs, dont l'agriculture. Nous avons expliqué aux Ukrainiens que s'ils commençaient avec l'UE sans droit de douane, nous devrions protéger notre frontière douanière avec l'Ukraine. Sans quoi les produits européens, à droit nul, inonderaient le marché et nuiraient au secteur que nous avions essayé de protéger et pour lesquels nous avions obtenu une protection. Le président ukrainien Yanukovych a alors convoqué ses experts qui lui ont dit que ce ne serait pas bien d'ouvrir la frontière douanière avec l'Union européenne, mais de la fermer avec la Russie. Ils allaient surveiller ce qui arriverait pour que le marché russe ne soit pas affecté. En novembre 2013, il a donc annoncé qu'il ne pouvait pas signer l'accord immédiatement. Et il a demandé à l'Union européenne de le reporter à l'année suivante, ce qui a été l'élément déclencheur de Maïdan, qui s'est terminé par le coup d'État. Pour eux, c'était soit eux, soit nous. En fait, le premier coup d'État a eu lieu en 2004, lorsque Yanukovych a remporté la présidence après le second tour des élections. L'Occident s'est soulevé et a fait pression sur la Cour constitutionnelle de l'Ukraine pour qu'elle statue qu'il devait y avoir un troisième tour.
Selon la constitution de l'Ukraine, il ne peut y avoir que 2 tours. Mais sous la pression de l'Occident, la Cour constitutionnelle a violé la Constitution une première fois. Un candidat pro-européen a été élu. À l'époque, alors que tout cela se déroulait et bouillonnait, les dirigeants européens déclaraient publiquement que les Ukrainiens devaient choisir s'ils étaient avec eux ou avec la Russie. C'est trop, ces ultimatums. Mais c'est ça, la façon dont de grands pays se comportent. Je veux dire, il y a certaines orbites. Maintenant, ce sont les BRICS contre l'OTAN et les États-Unis contre la Chine. Après ce que vous avez dit, on dirait que l'alliance russo-chinoise est durable. En fait, nous sommes voisins et la géographie est très importante ici. Mais vous êtes également voisins avec l'Europe occidentale, vous en faites partie même. Bon, il y a l'Ukraine entre nous et l'Europe occidentale cherche à s'approcher de nos frontières. La décision de déployer des bases navales britanniques dans la mer d'Azov a été discutée d'une manière presque publique. La Crimée était dans le collimateur. Ils rêvent de créer une base de l'OTAN en Crimée, et ainsi de suite. Nous avons été très amis avec la Finlande, par exemple. Du jour au lendemain, les Finlandais sont revenus aux premières années de la préparation de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils étaient les meilleurs alliés d'Hitler. Et toute cette neutralité, toute cette amitié, les sorties au sauna ensemble, le hockey, tout cela a disparu du jour au lendemain. Alors c'est peut-être ce qu'ils avaient au fond du cœur et que la neutralité et les mondanités leur pesaient. Je n'en sais rien. Ils sont furieux à cause de la guerre d'hiver. C'est tout à fait possible. Pouvez-vous mener des négociations avec Zelensky? Vous avez souligné que son mandat avait expiré. Il n'est plus le président démocratiquement élu de l'Ukraine. Le considérez-vous donc comme un partenaire approprié pour des négociations? Le président Poutine a également abordé cette question à plusieurs reprises. En septembre 2022, durant la première année de l'opération militaire spéciale, Volodymyr Zelensky, convaincu qu'il dicterait les conditions de la situation à l'Occident, a signé un décret interdisant toute négociation avec le gouvernement de Poutine. Lors des événements qui ont suivi cet épisode, la question a été posée au président Vladimir Poutine de savoir pourquoi la Russie n'était pas prête à négocier. Il a répondu qu'il ne fallait pas tout mélanger. Nous sommes prêts à négocier dès demain, si cela se fait sur la base de l'équilibre des intérêts. Mais Volodymyr Zelensky a signé ce décret interdisant les négociations. Pour commencer, pourquoi ne pas lui dire de l'annuler ouvertement? Ce serait le signal montrant qu'il veut des négociations. Au lieu de ça, Volodymyr Zelensky a inventé sa formule de paix, complétée par la suite par son plan de victoire. On sait ce qu'ils disent lors des rencontres avec les ambassadeurs de l'Union européenne et dans d'autres formats. Ils disent « pas d'accord si ce n'est pas à nos conditions ». J'ai mentionné qu'ils envisageaient actuellement un deuxième sommet sur la base de cette formule de paix et qu'ils n'hésitaient pas à dire « nous inviterons la Russie pour lui mettre sous les yeux l'accord que nous avons déjà conclu avec l'Occident ». Quand nos collègues occidentaux déclarent parfois « rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine », cela implique à son tour « rien sur la Russie sans la Russie ». C'est qu'ils discutent des conditions que nous devons accepter. D'ailleurs, il y a peu, ils ont déjà violé implicitement le concept de « rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine ». Il y a des signaux, il y a des messages.
Ils connaissent notre position. Nous ne jouons pas un double jeu. Ce que le président Poutine a annoncé est l'objectif de notre opération. C'est clair, c'est totalement conforme à la Charte des Nations Unies. Tout d'abord, en matière de droit à la langue, de droits des minorités, de droits des minorités ethniques, de droits religieux. Cela est tout à fait conforme aux principes de l'OSCE. Il y a l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui est toujours vivante. Et lors de plusieurs sommets, il a été clairement affirmé que la sécurité devait être indivisible, que personne ne devait renforcer sa sécurité au détriment de celle des autres, et surtout qu'aucune organisation de l'espace euro-atlantique ne devait prétendre à la primauté. L'OSCE l'a confirmé pour la dernière fois en 2010. L'OTAN a fait exactement le contraire. Notre position est donc légitime. Pas d'OTAN à nos portes, car l'OSCE a convenu que cela ne devrait pas être le cas si cela nous fait du tort. Et rétablissez les droits des Russes, s'il vous plaît. Qui, d'après vous, prend les décisions concernant la politique étrangère aux États-Unis? C'est une question qui se pose aux États-Unis. Qui prend ces décisions? Je ne vais pas jouer aux devinettes. Je n'ai pas vu Anthony Blinken depuis des années. De quand date la dernière fois? Il y a 2 ans, je crois, dans le cadre d'un sommet du G20, à Rome ou quelque part ailleurs, en marge. Je représentais alors le président Poutine. Son conseiller m'a accosté pendant la réunion et m'a dit qu'Anthony voulait me parler juste 10 minutes. J'ai quitté la salle, nous nous sommes serrés la main, et il a parlé de la nécessité d'une désescalade. Et j'en passe. J'espère qu'il ne sera pas fâché que je révèle cela. Nous nous sommes retrouvés dans la salle pleine de monde et j'ai dit « Nous ne voulons pas d'escalade. C'est vous qui voulez infliger une défaite stratégique à la Russie. » Il m'a répondu « Non, non, il ne s'agit pas d'une défaite stratégique à l'échelle mondiale, seulement en Ukraine. » Vous ne lui avez pas parlé depuis? Non. Avez-vous parlé avec des responsables de l'administration Biden depuis lors? Je ne veux pas casser leur carrière. Mais y a-t-il eu des entretiens constructifs? Non. Non, pas du tout. Quand ça m'arrive, pendant des réunions internationales, de rencontrer telle ou telle personne que je connais, un Américain, certains d'entre eux disent bonjour. On échange quelques mots avec d'autres, mais je ne m'impose jamais. Cela devient contagieux quand quelqu'un voit un Américain ou un Européen me parler. Les Européens s'enfuient dès qu'ils me voient. Durant le dernier sommet du G20, c'était ridicule. Des personnes adultes, mûres, se comportent comme des enfants. C'est si puéril, incroyable. Vous avez dit qu'en décembre 2016, dans les derniers jours de l'administration Biden, Biden avait envenimé les relations entre les États-Unis et la Russie. Barack Obama. Biden était vice-président. Exact. Désolé. L'administration sortante Obama a laissé un tas de problèmes à la nouvelle administration Trump. Au cours du dernier mois, depuis l'élection, divers événements politiques ont eu lieu dans les pays limitrophes de la région. Il y a des troubles en Géorgie, en Biélorussie, en Roumanie et de façon plus grave en Syrie. Ne pensez-vous pas que les États-Unis s'efforcent de rendre un règlement plus compliqué? À vrai dire, rien de nouveau. En matière de politique étrangère, les États-Unis ont toujours cherché à créer du désordre avant de voir s'ils pouvaient pêcher en eau trouble.
l'invasion de l'Irak, l'aventure libyenne, ou plutôt la destruction de cet État, la fuite d'Afghanistan. Ils essaient maintenant de revenir par une porte dérobée en utilisant les Nations Unies pour organiser des événements auxquels ils pourraient participer alors qu'ils ont laissé l'Afghanistan dans un état déplorable, qu'ils ont gelé l'argent afghan et ne veulent pas le rendre. Si vous analysez la politique étrangère américaine, ou plutôt leurs aventures, vous vous rendrez compte qu'elle suit généralement un schéma. D'abord, ils créent des troubles, ensuite, ils voient comment en tirer parti. Lorsque l'OSCE surveillait les élections en Russie, ces agents rendaient toujours des rapports très négatifs, de même que dans d'autres pays comme la Biélorussie et le Kazakhstan. Cette fois, en Géorgie, la mission d'observation indépendante de l'OSCE a présenté un rapport positif qui a été ignoré. Quand les résultats des élections vous plaisent et que vous avez besoin d'approuver les procédures, vous les reconnaissez. Si les résultats des élections ne vous plaisent pas, vous n'en tenez pas compte. Cela ressemble à la façon dont les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont reconnu la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo, assurant que c'est de cette façon que s'exerce le droit à l'autodétermination. Il n'y a eu aucun référendum au Kosovo, seulement une déclaration unilatérale d'indépendance. D'ailleurs, les Serbes ont ensuite déposé un recours à la Cour internationale de justice. Habituellement, ces représentants ne sont pas très précis dans leur jugement. Mais ici, ils ont statué que si une partie d'un territoire déclare son indépendance, elle n'a pas besoin de demander l'aval des autorités centrales. Quelques années plus tard, les habitants de Crimée ont organisé un référendum. Un grand nombre d'observateurs internationaux, pas des représentants d'organisations internationales, mais des parlementaires d'Europe, d'Asie et de l'espace post-soviétique ont été invités. Cependant, ils ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas l'accepter parce qu'il s'agissait d'une violation de l'intégrité territoriale. Vous savez, on dirait qu'ils picorent. Or, la Charte des Nations Unies n'est pas un menu à la carte. Il faut la respecter dans son intégralité. Qui paie les rebelles qui ont envahi une partie d'Alep? Le gouvernement Assad risque-t-il de chuter? Selon vous, que se passe-t-il exactement en Syrie? Quand la crise a éclaté, nous avions un accord. Nous avons organisé le format d'Astana avec la participation de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. Nous nous rencontrons régulièrement. Nous prévoyons une autre réunion avant la fin de cette année ou au début de l'année prochaine pour discuter la situation sur le terrain. Les règles du jeu sont d'aider les Syriens à s'entendre entre eux et d'empêcher les menaces séparatistes de se renforcer. C'est en fait ce que font les États-Unis dans l'est de la Syrie, en soutenant certains séparatistes kurdes, tout en utilisant les revenus du pétrole et des céréales, des ressources qu'ils accaparent.
Le format d'Astana est une combinaison utile d'acteurs, si vous voulez. Nous sommes extrêmement préoccupés par la situation. À la suite des récents événements d'Alep et des environs, je me suis entretenu avec le ministre turc des Affaires étrangères et avec mon homologue iranien. Nous avons convenu de tenter de nous rencontrer cette semaine. J'espère que nous pourrons nous rencontrer à Doha, en marge d'un forum international. Nous voudrions discuter de la nécessité de revenir à un strict respect des accords sur la région d'Idleb, car la zone démilitarisée d'Idleb est l'endroit d'où sont partis les terroristes pour prendre Alep. Les accords conclus en 2019 et 2020 ont permis à nos partenaires turcs d'établir un contrôle sur la zone démilitarisée d'Idleb et de séparer Hayat Tahrir al-Sham, anciennement Jabhat al-Nusra, de l'opposition non terroriste qui coopère avec la Turquie. Un autre accord portait sur l'ouverture de l'autoroute M5 entre Damas et Alep, qui est maintenant totalement contrôlée par les terroristes. En tant que ministre des Affaires étrangères, nous aimerions discuter de la situation. J'espère que nous pourrons le faire vendredi prochain. Les militaires et les responsables de la sécurité des trois pays sont en contact. Mais qui soutient les groupes islamistes terroristes dont vous venez de parler? Nous avons des informations à ce sujet. Nous voudrions discuter avec tous nos partenaires de la manière de couper les canaux de financement et d'armement. Les informations qui circulent, et c'est public, mentionnent entre autres les Américains et les Britanniques. Certains pensent qu'Israël a intérêt à envenimer la situation pour que la bande de Gaza ne soit pas sous étroite surveillance. C'est un jeu compliqué impliquant de nombreux acteurs. J'espère que le cadre que nous avons prévu cette semaine contribuera à stabiliser la situation. Que pensez-vous de Donald Trump? Je l'ai rencontré à plusieurs reprises pendant ses réunions avec le président Poutine. Il m'a aussi reçu 2 fois au bureau ovale quand je suis venu pour des négociations bilatérales. Je pense que c'est quelqu'un de très fort, quelqu'un qui veut obtenir des résultats, qui n'aime pas remettre les choses à plus tard. Telle a été mon impression. Il est très amical pendant la discussion. Mais cela ne veut pas dire qu'il soit pro-russe, comme certains essayent de le présenter. Une très grande quantité de sanctions nous a été imposée sous l'administration Trump. Nous respectons le choix que le peuple exprime par le biais des élections, quel qu'il soit. Nous respectons le choix du peuple américain. Comme l'a dit le président Poutine, nous avons toujours été et nous sommes ouverts au contact avec la présente administration. Nous espérons voir ce qu'il en sera après l'investiture de Donald Trump. La balle est dans leur camp, comme l'a dit le président Poutine. Nous n'avons jamais rompu les contacts ou les liens dans les domaines de l'économie, du commerce, de la sécurité, de quoi que ce soit.
Ma dernière question sera, êtes-vous sincèrement inquiet d'une escalade dans le conflit entre la Russie et les États-Unis, sachant ce que vous savez? Nous avions plus ou moins commencé par la même question. Il me semble que c'est la question centrale. Oui, les Européens se chuchotent les uns aux autres que ce n'est pas à Volodymyr Zelensky de dicter les conditions des négociations, mais aux États-Unis et à la Russie. Je ne pense pas que nous devrions présenter nos relations comme si nous étions deux à décider pour tous les autres. Pas du tout. Ce n'est pas notre genre. Nous préférons agir suivant les méthodes éprouvées au sein des BRICS, de l'Organisation de coopération de Shanghai, où le principe d'égalité souveraine des États, énoncé par la Charte des Nations Unies, est vraiment respecté. Les États-Unis n'ont pas l'habitude de respecter l'égalité souveraine des États. Par exemple, les États-Unis déclarent qu'ils ne peuvent pas permettre à la Russie de gagner contre l'Ukraine parce que cela saperait l'ordre basé sur les règles. Or, l'ordre basé sur les règles, c'est la domination américaine. L'OTAN, au moins sous l'administration Biden, tient d'ailleurs maintenant à l'œil l'ensemble du continent eurasiatique. Les stratégies indo-pacifiques, la mer de Chine méridionale, la mer de Chine orientale figurent déjà à l'agenda de l'OTAN. L'OTAN y déplace ses structures. Il y a l'AUKUS. Ils mettent en place ce qu'ils appellent le Quatuor Indo-Pacifique, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud. Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon sont en train d'établir une alliance militaire dotée d'éléments nucléaires. Stoltenberg, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, a déclaré l'an dernier, après le sommet, que la sécurité atlantique était inséparable de la sécurité indo-pacifique. Quand on lui a demandé si cela signifiait que l'alliance dépassait le cadre de la défense territoriale, il a répondu que non, qu'elle ne dépassait pas le cadre de la défense territoriale, mais que pour défendre leur territoire, les Occidentaux devaient être présents là-bas. Cet élément de préemption est de plus en plus fréquent. Nous ne voulons la guerre avec personne. Comme je l'ai dit, les 5 puissances nucléaires ont déclaré au plus haut niveau, en janvier 2022, que nous ne voulions pas de confrontation entre nous et que nous devions respecter les intérêts et les préoccupations des uns et des autres dans le domaine de la sécurité. Nous avons aussi déclaré qu'il ne pouvait y avoir de vainqueur dans une guerre nucléaire et que, par conséquent, une guerre nucléaire n'était pas possible. La même chose a été redite au niveau bilatéral entre la Russie et les États-Unis lors de la rencontre entre Poutine et Biden à Genève en juin 2021. Ils ont en fait réitéré la déclaration des présidents Reagan et Gorbatchev de 1987, non à la guerre nucléaire. C'est dans notre intérêt vital. Et nous espérons que cela relève aussi des intérêts vitaux des États-Unis. Je dis cela parce qu'il y a quelque temps, John Kirby, porte-parole du département de la Défense des États-Unis, répondait à une question sur l'escalade et sur la possibilité du recours aux armes nucléaires. And about possibility of nuclear weapons being employed. And il a dit « Oh non, nous ne voulons pas d'escalade parce que si elle impliquait des éléments nucléaires, nos alliés européens en souffriraient. » Ce qui veut dire que même en pensée, il exclut l'idée que les États-Unis puissent être touchés. C'est quelque chose qui rend la situation un peu risquée. Si cette mentalité prévalait, cela pourrait entraîner des prises de décision irréfléchies. Et c'est une mauvaise chose.
Ce que vous voulez dire, c'est que les décideurs politiques américains imaginent qu'il pourrait y avoir un échange de frappes nucléaires qui n'affecterait pas directement les États-Unis. Et vous affirmez que ce n'est pas le cas. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Les experts de la dissuasion nucléaire savent très bien que c'est un jeu très dangereux. Parler d'échanges limités de frappes nucléaires est une invitation à un désastre dont nous ne voulons pas. Mr. Lavrov, thank you very much. Thank you.